conférenciers. À ma droite, Miftah Faisal, diplômé en sciences politiques et psychopédagogue. À ma gauche, Mohamed Hamra, réalisateur et coordinateur d'un mouvement jeune de Saint-Walid. Bienvenue à la conférence. Sous le thème « Regard croisé sur l'exercice démocratique entre multiculturalisme et communautarisme ». Avant de commencer la conférence, je rappelle que les deux conférenciers auront chacun 20 minutes, plus ou moins, d'intervention. Après, vous aurez, bien sûr, le droit à la parole, afin de débattre et d'échanger. Pour commencer, je commencerai juste par développer quelques notions, des concepts en fait, qui sont en lien avec l'intitulé que vous avez sur l'affiche. Les liens qu'on peut supposer entre les notions ou les concepts de multiculturel ou multiculturalisme, la notion de communautarisme qui est extrêmement importante, parce que j'ai l'impression qu'on se dirige en fait un peu vers ça, petit à petit. La société, elle se complexifie. Il y a beaucoup de communautés ethniques, des communautés culturelles, et donc c'est très très important de dire ce que c'est que le communautarisme, par rapport à ce qui est dit communauté ou communautaire. Ce sont deux choses différentes, vous verrez. Et en lien avec un contexte qui est dit tout simplement multiculturel, ou multiculturalisme. Donc je commencerai par faire un renvoi étymologique, tout simplement. Qu'est-ce que l'étymologie? C'est tout simplement l'origine d'un terme ou d'un vocable ou d'un mot, tout simplement. Alors, le mot communauté, ça vient du latin communus. Communus est issu de communus, du terme latin communus est issu le vocable cum, qui signifie tout simplement un ensemble de personnes. Et puis du vocable munus. En latin, ça signifie tout simplement des charges ou des dettes qui sont partagées avec une obligation mutuelle de rembourser cette dette qui est partagée entre un ensemble de personnes, tout simplement. Donc le mot communauté vient de là. Un ensemble de personnes qui ont des dettes ou des charges qui sont partagées avec obligation mutuelle de les rembourser. C'est vraiment issu de ce mot-là. Le mot communauté est issu de ça. Alors la communauté serait tout simplement le caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes, ou ce qui est commun à plusieurs choses. On dit une communauté de biens, communauté de services, une communauté de personnes. Ça désigne aussi des personnes qui partagent un même mode de vie, une même langue, une même culture, avec les mêmes mœurs. Et ce groupe de personnes qui partagent le même mode de vie, les mêmes mœurs, qui partagent un petit peu les mêmes valeurs et les mêmes intérêts, elles ont un sentiment d'appartenance qui est commun. Le même sentiment d'appartenir à un seul et même groupe. C'est ça une communauté. Alors une communauté de destin, ou une communauté de sens, ou une communauté d'intention, ça désigne un groupe ou une collectivité de personnes qui ont décidé de vivre ensemble en partageant les mêmes règles. C'est ça ce que signifie une communauté. En ce sens, on peut tout simplement dire qu'il y a des communautés qui se réfèrent à une idéologie, qui se réfèrent à une politique par exemple. Il y a des communautés politiques, il y a des communautés qui se réfèrent à une idéologie, à une religion, ou qui se réfèrent à une ethnie, ou qui se réfèrent à des intérêts tout simplement. D'une communauté d'intérêts. Nous avons aussi des communautés dites artistiques, ou des communautés dites esthétiques, ou alors nous avons des communautés qui sont dites culturelles, ou qui sont dites ethniques, ou encore politiques, comme je l'avais dit précédemment. Quand on parle de communautarisme, et ça c'est la deuxième notion que je développe, le communautarisme, il y a l'adjonction du suffixe isme à communauté, ça donne communautarisme. Alors le communautarisme, c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un glissement de sens, on appelle ça un glissement sémantique. On est parti de communauté, et puis on a un glissement de sens et on arrive à communautarisme. Et que signifie le communautarisme? C'est une attitude. Être communautariste, ou le communautarisme, ça réfère à une attitude, à un comportement,
Ça réfère aussi à une doctrine politique. C'est une doctrine politique. Ça réfère aussi à une idéologie ou à un dogme. C'est une forme d'ethnocentrisme ou de sociocentrisme. Tout ça, c'est des concepts très simples à expliquer. Il ne faut pas se sentir heurté, quoi. C'est des termes et des concepts, mais le communautarisme, c'est un peu ça. C'est une doctrine politique, c'est un dogme, c'est une idéologie. Il y a des gens qui se réclament de ça. Aux États-Unis, par exemple, ou dans les pays anglo-saxons. C'est une forme d'ethnocentrisme et de sociocentrisme, c'est-à-dire, en tant qu'arabe, je ne me centre que sur mes origines à moi. En tant que wallon, je ne me centre que sur ma propre ethnie. Le sociocentrisme, ça renvoie à des mouvements sociaux, tout simplement, ou des mouvements qui ont des revendications. Et ils ne voient que leurs propres revendications ou leurs propres intérêts. Donc le mot communautarisme renvoie à tout ça. Ça peut aussi être une communauté religieuse. Il y a des communautés religieuses qui sont communautaristes, qui se conçoivent comme telles. Elles ne voient que leur propre intérêt, au détriment des autres groupes qui composent une société, d'autres mouvements, d'autres communautés. Donc, au détriment de tout ça. Quelque chose de très très important chez les communautaristes, c'est que pour eux, la communauté, elle précède l'individu. C'est la communauté qui fonde l'individu et non pas le contraire. Pour les formes les plus dures de communautarisme, on a ce qu'on appelle des dérives, c'est-à-dire une vision du monde qui est manichéiste. Ça signifie quoi, manichéiste? Une vision qui est manichéiste, c'est un petit peu tout simplement ma communauté, mon groupe, c'est nous les bons, et les autres groupes et les autres communautés, ou le reste du monde, les autres tout simplement, c'est eux les méchants. C'est ça ce que ça signifie. Et c'est ça les dangers du communautarisme. Il est aussi très intéressant de noter quelque chose. Quand on se réfère à une communauté dite politique, et qui développe des politiques dites communautaristes, il y a un réel danger. Le danger, il serait tout simplement d'affirmer ou de prétendre, parce que les communautaristes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on est dans un État qui se veut neutre ou qui se veut laïque. Alors les gens qui défendent l'option communautariste, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent l'État n'a jamais été neutre et n'a jamais été laïque. Pour les bonnes et simples raisons que l'État, qui se prétend neutre ou laïque, il développe des choix qui sont religieux, des choix qui sont culturels, il développe un mode de vie, il se réfère à une vision du monde. Et en ce sens-là, l'État qui se dit neutre et laïque, c'est l'aboutissement d'une histoire. Ça peut avoir un aspect qui est légitime, dans un cadre qui est historique et qui est légal, dans un pays donné. Mais les communautaristes ou les communautariens, les deux termes se valent, ils répondent, ils disent l'État n'a jamais été neutre et n'a jamais été laïque. Pourquoi? Parce que ça représente la culture d'un groupe qui est dominant ou qui est majoritaire au sein de la société. C'est ça les arguments qui sont développés par les communautaristes. Maintenant, la question qui se pose. Mais avant d'aborder ça, je vais tout simplement développer un autre concept qui est le concept de culture. Qu'est-ce qu'une culture? Ce sont tout simplement les traits saillants, des traits qui sont saillants, qui sont marquants, ou plutôt des marqueurs identitaires, qui sont exprimés au sein d'une société donnée, qu'elle soit composée de plusieurs communautés ou non. Donc la culture en ce sens-là, c'est tout simplement les valeurs, la culture qui est ambiante. Ça peut être des applications technologiques. Par exemple, il y a des sociologues qui analysent, ou plutôt qui font un découpage entre ce qu'on appelle le média et le médium. Le médium, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, vous prenez Facebook ou vous prenez YouTube, c'est un médium. Mais ce médium-là, il contient des médias. Il comporte un contenu. En ce sens-là, et ça reflète le fonctionnement d'une société donnée, quoi. Donc là, on a une application technologique qui devient culture à un moment donné, qui se transforme en un trait culturel. Ça peut être aussi une civilisation, les traits saillants d'une civilisation, sa culture, son histoire, sa mémoire collective, les fêtes, le folklore, tout ça c'est la culture. Et chaque groupe humain, chaque communauté humaine partage ces choses-là, dispose d'artefacts, dispose
d'infrastructures, dispose d'une architecture, dispose d'une religion, dispose de valeurs, et tout ça, ça s'appelle la culture. Et la culture, elle subsume, ça veut dire quoi subsumer? La culture, elle transcende, si vous voulez, ce qu'on peut appeler le religieux, ce qu'on peut appeler l'histoire. La culture, c'est au-dessus de ça, c'est ce qui s'exprime. C'est ce qui s'exprime dans les relations humaines, dans les fêtes nationales, dans les folklores. Ça s'exprime dans tout ça, la culture. C'est ça la culture principalement. Le multiculturalisme, c'est quoi? Ça renvoie tout simplement à un contexte où il y a coexistence ou cohabitation de différentes cultures sur un territoire donné. C'est ça finalement ce qu'on peut appeler le multiculturalisme. Cohabiter n'est pas coexister. Je peux avoir un voisin italien ou un voisin polonais, je suis moi-même arabe, mais je n'ai aucun contact avec lui. Je cohabite au sens où ma maison est à côté de la sienne, mais nous n'avons aucun contact. Nous ne discutons même pas. Nous n'interagissons pas, nous n'échangeons pas. Et donc ça, c'est cohabiter. Coexister, c'est différent. Coexister, c'est connaître la personne, même si ses références ou ses référents culturels diffèrent des nôtres. Il y a un réel échange et il y a un réel partage. C'est ça ce que ça signifie coexister. Alors, le multiculturalisme, c'est aussi une doctrine politique. On a dit tout à l'heure que le communautarisme, c'est une doctrine politique. Le multiculturalisme est une doctrine politique. Doctrine politique en quel sens? C'est un mouvement qui met en avant la diversité culturelle et qui prétend et affirme que c'est la diversité culturelle qui est au fondement des sociétés. Il y a des siècles d'ici, les sociétés étaient monoculturelles. Ça veut dire quoi, monoculturel? Un bloc homogène, une culture homogène sur un territoire donné, avec une seule et même religion, avec un seul mode de vie, avec une manière de faire les choses, et c'est monoculturel. Quand on dit pluriculturel, ben on est dans une société où il y a plusieurs groupes ethniques, il y a une diversité culturelle, et c'est la réalité des sociétés dans lesquelles on vit pour le moment. Actuellement, c'est quelque chose d'indépassable. À moins de commettre un ethnocide ou un génocide, ben c'est comme ça que ça fonctionne. Et les sociétés actuelles, ce sont des sociétés multiculturelles. Qu'est-ce que ça met en avant? La lutte contre les discriminations, les revendications identitaires. Ou alors on a des communautarismes dans les sociétés multiculturelles qui visent à la reconnaissance d'un statut légal ou de statuts légaux pluriels et administratifs, propres à certaines communautés. J'avais expliqué lors de la précédente conférence que j'ai eue avec M. Léchevin de la Culture, non pas en tant que candidat PS, mais en tant qu'échevin de la culture, en fonction en fait. J'avais développé ce qu'on appelait un État polyethnique et un État multinational. Madame Clotuche était présente ce jour-là, et donc la vidéo elle est sur YouTube, je vous renvoie à ce sujet-là. Ceci dit, je vais résumer, je vais faire très court. L'État belge est un État qui est polyethnique, et l'État belge est un État qui est multinational. Nous avons 3 communautés. Donc, il y a du communautarisme derrière, une communauté flamande, francophone, germanophone. Elles ont des attributions qui sont propres. Il y a un État fédéral qui chapeaute le tout, vulgairement dit. Et ce qui se passe, c'est que c'est un cadre qui est historique et qui est légal et qu'il faut respecter. Pourquoi? Parce que c'est des communautés historiques qui étaient là depuis 30 générations. Je l'avais expliqué la fois passée en ce sens-là. Donc c'est ça le multiculturalisme. Le 4e concept que je vais développer, c'est ce qu'on appelle l'anthropos, tout simplement. C'est un mot qui peut faire mal aux oreilles, mais il est très très simple. Ça vient du grec, tout simplement. Et ça signifie l'être humain dans ses déterminations les plus génériques. L'anthropos, c'est l'être humain dans ses déterminations les plus génériques. C'est à la base de l'anthropologie, qui est une science humaine et sociale. À la base de l'anthropologie. Et à la base des sciences humaines et sociales. Ça veut dire quoi, l'être humain dans ses déterminations les plus génériques? Alors, il y a des variations culturelles, il y a des invariants culturels. L'anthropologie, quand elle étudie l'être humain, elle étudie les invariants culturels, c'est-à-dire les aspects culturels qui ne varient pas d'une société à une autre. Je suis marocain et arabe, il y a un chinois, il y a quelqu'un qui est issu de la communauté africaine. On est divers, mais il y a quelque chose qui nous réunit. Il y a des invariants culturels qui sont propres à l'espèce humaine. Et l'anthropologie, c'est ça.
Ça étudie les invariants, contrairement à l'ethnologie. L'ethnologie, elle étudie une culture dans sa spécificité, dans ce qui fait un groupe ethnique donné. L'anthropologie, elle a une vision qui se veut un petit peu unificatrice. Elle est un peu prescriptive. Elle passe par le descriptif, elle analyse, et puis elle se dit, ben tiens, toutes les sociétés humaines se ressemblent sous certains aspects. On développe tous des croyances, des rituels, on se réfère tous à des principes qui sont supérieurs. L'humanisme, par exemple, il a mis l'être humain au centre. Dans des sociétés dites religieuses, ou des obédiences philosophiques, c'est la nature. Dans d'autres cultures ou d'autres religions, c'est Dieu, ou c'est Jéhovah, ou c'est Jésus, ou c'est... Voilà. Mais le fait est que toute société humaine, sur tout le globe terrestre, elle développe des rituels, des croyances, des représentations. Elle développe des préjugés, elle développe des stéréotypes. Et qu'est-ce qu'un stéréotype ? C'est un concept ou une notion qui est issue des sciences de l'imprimerie. Ça signifie tout simplement un coulage de plomb dans une empreinte typographique. C'est ça un stéréotype. Et on fonctionne tous par stéréotype. Ça économise parfois le jugement qu'on peut avoir sur quelqu'un. Les stéréotypes ne sont pas mauvais, il n'y a que les stéréotypes qui dénigrent qui sont mauvais, qui dénigrent l'autre. Alors l'être humain, dans ses déterminations les plus génériques, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que l'être humain est un être qui est biologique, biopsychosocial. C'est des termes qui existent. C'est des concepts qui ont été développés en sciences humaines et sociales. C'est un être qui est biopsychosocial. Un être biologique, un être qui a un psychisme et un être qui a des relations sociales, qui est grégaire en fait. C'est aussi un être, l'être humain est un être qui est doté de capacités cognitives, doté de capacités émotionnelles et affectives, et qui est doté aussi de capacités volitives. Volitives au sens comportemental. Il va vers l'action toujours. Donc il y a toujours un comportement qui résulte, une émotion derrière, et un raisonnement qui est derrière aussi. C'est aussi l'être humain dans ses déterminations les plus génériques. Générique, c'est les plus générales en fait. C'est ce qui fait le fondement d'un être humain. L'être humain est aussi un être qui est implémenté culturellement. Pour ceux qui ont fait de l'informatique, l'implémentation, c'est une forme de conditionnement en fait. Ça veut dire quoi l'implémentation culturelle ? Cela signifie tout simplement qu'on a tous en tête des contenus qui sont culturels, des contenus qui sont idéologiques. On mobilise tous des croyances, on mobilise tous des principes de comportement. Et ça passe par quoi ? Ça passe par l'école, ça passe par l'instruction publique, ça passe par la formation qu'on reçoit dans un parti politique tout simplement, ou les options d'un parti politique. Ça passe par l'obédience philosophique à laquelle on adhère, ça passe par la religion de nos parents, ça passe par l'éducation, par l'instruction, par les médias, par l'école, par l'entreprise aussi. On parle de culture d'entreprise. Donc c'est ça l'implémentation culturelle. Il faut savoir qu'on est tous structurés. Mais nous tous, on structure aussi. On structure nos enfants. Les échanges qu'on a avec les autres, avec le voisinage, avec nos pères, les rapports de domination, dominant-dominé. Donc il y a tous ces aspects-là. La culture, tout simplement, il y a de l'implémentation culturelle, il y a du conditionnement culturel. Alors finalement, la question que je me pose, et que je pose un peu à tout le monde, c'est qu'est-ce qui nous fonde en tant qu'être humain ? Malgré nos différences, malgré nos dissemblances, qu'est-ce qui nous fonde ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les êtres humains, ils sont pétris d'antagonisme et de contradiction. On est tous pétris de ça. Il n'y a pas un être humain vraiment homogène, et ce n'est pas possible. On est tous confrontés à ce qui est différent de nous, on se remet en question et on avance. On opère des synthèses. Si on ne fait pas ça, on est dans un mode de repli, un mode de fermeture sur l'autre. On est cloisonné sur nous-mêmes. Et quand on est cloisonné sur nous-mêmes, c'est un peu dangereux. Aussi bien vis-à-vis des communautés ethniques, que des communautés culturelles, que des communautés avec un référent politique, que des communautés idéologiques, que des communautés qui partagent la même obédience philosophique. Comment on peut saisir l'antagonisme fondamental de l'être humain ? On prend des antonymes tout simplement, des termes qui sont contraires. Par exemple, identité.
Le contraire de l'identité, c'est l'altérité, tout simplement. La perception de l'altérité, la perception de soi-même, la réflexivité, l'autoréflexivité. La réflexivité, c'est quand je me perçois moi-même. Comment je suis avec les autres. L'autoréflexivité, c'est quand je me perçois moi-même, comment je suis avec les autres. La réflexivité, c'est quand je perçois les autres et que je les reconnais comme siens. Je vois un être humain, je me dis, il a les mêmes émotions que moi. D'accord? Il a une culture, il a reçu une éducation et il me doit le respect. Identité et altérité, ressemblance et dissemblance. Tout ça, c'est des antonymes. Hein. Unité, multiplicité. On est multiples au sein de la société belge. Mais qu'est-ce qui nous réunit finalement? On doit rechercher une forme d'unité, la penser, la réfléchir. Différence, similitude ou conformité. Ce sont deux antonymes. Commun, particulier. Eux et nous, catégorisation sociale. Il y a eux et il y a nous. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de synthèse là-dedans? Nous-mêmes et les autres. L'universel et le particulier. Donc tous ces antagonismes-là, ils nous fondent finalement. Puisqu'il y a une tension en nous, entre ce qui nous est particulier et entre ce que nous estimons ou concevons être universel. Il faut faire très très attention aux cultures, aux idéologies qui se prétendent ou qui prétendent à l'universalité, ou à une forme d'universalisme. Moi, je ne perçois d'universalisme qu'à partir du moment où plusieurs civilisations coexistent et élèvent des valeurs morales, des valeurs communes qui partagent ensemble, malgré les différences qui les habitent en fait. Et ceci à une échelle qui peut être individuelle, c'est des choses qui peuvent vous parler à l'intérieur de vous-même, soit une échelle qui est groupale, soit une échelle qui est communautaire, non pas communautariste, communautaire, ou à une échelle qui est sociale tout simplement, ou sociétale, ou à l'échelle d'un pays. On est dans un contexte qui se veut post-industriel et post-moderne. Ça veut dire quoi, post-industriel et post-moderne? On a une libre circulation, des contextes où il y a une libre circulation des biens, des services et des personnes. Il y a une ouverture des frontières. Les frontières sont poreuses, et elles le seront de plus en plus. Et il y aura toujours des flux migratoires. On a une emprise des masses médias, avec des contenus qui ne sont pas pacifiés et qui ne pacifient pas, avec beaucoup de désinformation. Un choc des cultures et des civilisations, c'est un terme que je n'aime pas. Ça a été développé par un spécialiste en géopolitique américain à l'époque, enfin après la guerre après les attentats du 11 septembre. On a des conflits de valeurs. Et je peux donner des exemples sur ça. Il y a des conflits de valeurs. Terrorisme, guerre et des flux migratoires, comme j'ai dit, qui vont elles vont s'accroître. Ces flux migratoires vont s'accroître. Ne pensez pas que ça va diminuer. Il y a eu une guerre en Syrie dernièrement, il y a eu 3 millions de Syriens, je ne sais pas combien de millions en Turquie, et beaucoup de Syriens qui sont passés en Allemagne. C'est des guerres qui profitent à qui finalement? C'est un conflit de civilisation. Je pourrais développer, mais le contexte ne s'y prête pas. Tout ça pour vous expliquer conflit de valeurs, conflit culturel, risque de dérive vers une société multiculturelle ou risque de dérive vers une société qui est clivée, où il y a plusieurs communautés qui ne réfléchissent qu'à leur propre intérêt au détriment de l'intérêt des autres. C'est ça le risque du communautarisme. Et pour une démocratie, c'est quelque chose de très très grave. Tout ça exige, mais je terminerai par ça, tout ça exige une nouvelle perspective axiologique. Ça veut dire quoi une perspective axiologique? C'est tout simplement de nouvelles valeurs. Les valeurs qui sont issues de la modernité classique, ça a été fait dans des sociétés qui étaient homogènes culturellement. Ce n'est plus le cas. Mais des sociétés qui sont multiculturelles, c'est fini. C'est la réalité, c'est le contexte qui veut ça. Pour des raisons, pour des conjonctures qui n'ont pas été maîtrisées avant,
les États aussi doivent s'adapter. Je veux dire, les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais il faut une nouvelle perspective axiologique. Il faut de nouvelles valeurs communes. Il faut instiller des contenus à des valeurs qui nous réunissent tous. C'est extrêmement important et c'est extrêmement urgent. Pour les décideurs politiques, que ce soit à une échelle qui se veut locale ou communale, ou à une échelle qui se veut régionale, ou à une échelle qui se veut fédérale. Et nous avons ici des personnes qui représentent des partis politiques traditionnels en Belgique, et je les remercie pour leur présence. Pour les décideurs politiques, à quelque niveau que ce soit, il faut développer ce que j'appelle, moi, une éthique de la responsabilité. Le terme existe. Il y a deux types d'éthique, en fait. Et l'éthique mobilise des valeurs. Il y a une éthique de la conviction qui est propre au groupe auquel j'appartiens. Une éthique de la conviction, quelque chose qui me motive à l'intérieur de moi, qui est intrinsèque. Et c'est ma conviction profonde. Si on maintient ce genre d'éthique-là, on n'en sort pas, puisqu'on n'a plus la capacité de négocier avec les autres, de négocier un espace commun, de reconfigurer l'espace public avec d'autres partenaires, qui soient politiques, communautés religieuses, des responsables associatifs, des acteurs associatifs, des mouvements. Si je mobilise juste l'éthique de la conviction, donc l'éthique qui me fonde moi-même, je ne pourrai plus négocier avec personne. Tout le monde a tort et seul moi a raison. Et seul le groupe auquel je me réfère a raison. Mais si on développe ce qu'on appelle une éthique de la responsabilité, c'est autre chose. Et les décideurs politiques, à quelque échelle que ça puisse être, doivent mobiliser une éthique de la responsabilité sans trahir leurs convictions. Et ça, c'est un travail que chacun de nous doit faire, en fait. Et il est essentiel que les décideurs politiques fassent ce travail-là. Il faut qu'ils réfléchissent avec des gens qui ont une expertise en sciences humaines et sociales, qui discutent avec eux, qu'il y ait des débats comme ceux qu'on a aujourd'hui, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup de monde, mais bon. Je remercie déjà Madame Defresne qui a bien voulu rester jusqu'à maintenant, Madame Clotuche qui est là aussi, Monsieur Hiaoui, et des jeunes comme Soufiane qui est un jeune cadre du PS et qui est candidat pour les élections communales, sans oublier, voilà, qui représente le PTB ici. Et ce sont des jeunes, Madame Defresne, donc ça serait tellement génial que des occasions comme ça se répètent. Et message que j'adresse aussi à Madame Clotuche, voilà. Et j'aurais terminé. Je vous remercie tous. Et voilà. Merci. Donc, merci, M. Miftah, pour votre prise de parole. Voilà, et je laisse la parole à M. Amra, Mohamed Amra, qui va justement développer plus le côté expérience et côté pratique de la chose. Voilà. Oui, voilà. C'est bon le micro. Oui, voilà. Écoutez, justement, l'idée aujourd'hui, c'était de contrebalancer un peu tout cet aspect théorique et de partir sur mettre côte à côte une expertise scientifique, puisque les sciences sociales, c'est sciences sociales. Et donc, moi, je vais plutôt vous raconter un peu mon histoire. Et donc, Leibniz disait, nous sommes des points de vue sur une ville. Il nous résumait à ça. Il disait, l'être humain, finalement, que si on veut le résumer à sa plus simple expression, nous sommes un point de vue sur une ville. Le clochard qui vit ici, en dessous d'un pont, voit la ville de Liège de son point de vue. Donc, il voit la ville de Liège de nuit, déjà, très souvent, et il voit la ville de Liège. L'avocat, lui, qui vit à Liège, lui, il voit la ville de Liège à travers le palais de justice, à travers les affaires qu'il gère. Le notaire, lui, il voit la ville de Liège à travers l'immobilier. Vous voyez ? Et donc, tout ça pour vous dire que je suis là pour vous livrer un point de vue d'un Liégeois qui a grandi à Liège et qui a réalisé 20 courts-métrages, 4 moyens-métrages, un long-métrage, avec des jeunes de quartier à Saint-Walburge, et que j'ai évolué, je suis chimiste de formation, donc rien à voir avec le social, et donc de chimiste, je suis passé au théâtre. Je travaillais au théâtre de la Courte Échelle pendant 5 ans, je me suis formé à devenir comédien animateur. Et donc, j'ai grandi en tous les cas à Tiller. Et donc, j'ai fait mes études primaires à l'école de la rue du Chêne à Tiller, avec Isabelle Simonis d'ailleurs. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que de ce petit quartier, c'était une cité ouvrière. À l'époque où on parlait encore de la classe ouvrière.
Parce que maintenant, effectivement, comme l'a dit Faisal, qu'est-ce qui se passe? On passe de la classe ouvrière à la classe communautaire, le communautarisme, etc. etc. On l'aurait presque pu appeler aujourd'hui l'exercice démocratique, oui, la lutte des classes continue. On aurait pu appeler ça comme ça. Et donc, quand j'étais en primaire, par exemple, en primaire, en 4e primaire, on nous invitait à la fin de l'année à chanter à la maison du peuple de Tilleur et on chantait accroche à ton cœur, un petit bout d'un chiffon rouge, accroche à... Et en 5e primaire, on nous invitait à chanter, toujours à la maison du peuple de Tilleur, non, non, rien n'a changé, tout a continué. Et en 6e primaire, on chantait Mickey Mouse, m'a dit nous yes. Ben oui, c'était le début de la mondialisation. Et donc voilà, pour vous dire aussi que dans ce quartier, il y avait 15 nationalités. C'était une classe ouvrière. Et donc, en tant qu'enfant, je n'avais absolument aucune notion de communautarisme dans mon esprit ou dans ma tête. Jusqu'à l'âge de 12 ans, pour moi, nous étions tous pareils. On pouvait insulter le monde en 5 langues, échoue l'échec. Il y a des mots qu'on pouvait dire filou des boutanes. Donc, on pouvait insulter le reste du monde dans plusieurs langues, puisque les gosses, la première chose qu'ils apprennent, c'est à s'insulter. Et donc, voilà. Mais qui est sorti de ce quartier? Sandra Kim. J'habitais en face de Frédéric François, Panache Culture. Et donc, pour un si petit quartier, le ministre de la Jeunesse. Et donc, je me dis que pour un si petit quartier où il y avait un multiculturalisme réel, je veux dire, où les bandes de jeunes qu'on formait étaient des bandes de jeunes très, vraiment éclectiques, ben je dis, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, en fait. Et j'en viens à dire que c'est ça qui a été mon déterminant social dans le futur. C'est de ne jamais, en tout cas, avoir été jusqu'à ce jour habité par un quelconque communautarisme. Je me suis toujours senti bien partout où j'étais, même si je n'étais pas très bien accepté. Et donc, quand j'étais petit, par exemple, je passais devant une maison, une femme nettoyait le bord de sa porte, et elle faisait « Kibiname ». Elle rentrait chez elle, elle dit « Attends », puis elle revenait à me donner des chics. Oui. Et alors, quand j'ai eu 13 ans, quand je montais dans un bus, peut-être la même femme, j'en sais rien, changeait son sac de côté. Oui, c'est terrible comme bascule quand on est enfant. On passe de l'enfance où tout le monde est beau et tout le monde est gentil à tout à coup une image qu'on renvoie de vous-même qui est la peur. Et donc cette peur, je veux dire que c'est quand même la base de beaucoup de choses. C'est en quelque sorte la peur de l'étranger, bien sûr. Tu vois, mais elle renvoie deux images, cette peur. Qu'est-ce qu'elle m'a renvoyé comme image? Vous rentrez tout de suite chez vous, vous regardez dans un miroir. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez? Mais en même temps, la peur est une agression, une véritable agression. Je vais vous dire pourquoi. Si un chien ressent que vous avez peur de lui, il va sentir ça comme... il va grogner. Qu'est-ce que j'ai observé, moi, dans l'adolescence? C'est des gamins de 11-12 ans qui ressentent cette peur de l'adulte sans faire le lien que cette peur est liée certainement à leur identité ou à leur origine. Et donc, cette peur se traduit par un grognement. Et donc, l'adolescent va grogner sans se rendre compte. J'observe ça dans le quartier où j'ai grandi, parce qu'au début, quand je suis arrivé, j'avais eu un animateur, et donc il m'a appelé un soir, à 11h du soir, et il me dit... J'ai des menaces de mort. Pendant 2 heures, qui t'a menacé de mort? Qui? Des menaces de mort. Et pendant 2 heures, je n'arrivais pas à cerner quel jeune l'avait menacé de mort. Quand j'ai vu que c'était un gamin de 11 ans, là je me suis un peu énervé, je dis, donc un gamin de 11 ans, il a dit, je vais te tuer. Et voilà. Je pensais qu'il allait mourir, le type. Et donc, quand un adulte de 40 ans a peur d'un gamin de 11 ans, j'ai dit, nous sommes dans une position assez délicate, parce que c'est un peu grave, quoi, d'une certaine manière. Et donc, j'en arrive maintenant avec cette peur, et j'arrive alors... Cette peur provoque aussi... Ah, moi, je dis vite. Quand je dis... Cette peur, elle provoque aussi quelque chose de particulier, c'est le repli sur soi-même. J'appelle ça parce que le syndrome de Frankenstein. Oui, Frankenstein, lui, il ne savait pas qu'il était plein de cicatrices. Il pensait que tout le monde était comme ça. Lui. Il avait le cœur tendre, Frankenstein. Puis quand il va vers une femme, bonjour madame, ah! Quand quelqu'un vous fait ah, ben oui, voilà, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Ben, il a commencé à tuer tout le monde. Il a pété les plombs. Son créateur en premier. Et donc, enfin, la femme de son créateur, enfin. Et donc, tout ça pour en venir à mes débuts à cette maison des jeunes, où, comment dire, quand j'ai commencé, alors, je suis arrivé en 2001 en fait. Je
Je suis arrivé en 2001 et on m'a donné un bunker. J'appelle le bunker, c'est sur le boulevard du 12e de ligne, juste en face de la citadelle. Vous avez une sorte de KGB grillagé et on m'a donné ça. On m'a dit, tiens, voilà, ça c'est la maison des jeunes. En face du parking de la citadelle, très intéressant pour les jeunes qui voulaient se faire des autoradios. Parce que c'est ce qui arrivait, parce que alors au début, donc, je me retrouve seul dans ce bunker, à la citadelle, et au début, je prends contact avec les jeunes, je dis, j'ouvre la maison des jeunes, je travaille jusqu'à minuit, 1 heure des fois, parce que les jeunes disent, non, reste encore un peu, reste encore un peu. Donc ils fumaient leurs joints tranquille, quoi. Comme tu bois ton verre. Comme je bois ma bière. Mais ce n'est pas grave, parce que mon but n'était pas de les juger, de les condamner, d'avoir un regard moral sur eux. Mon but était de créer des liens avec eux, de voir qui sont ces jeunes, qui sont-ils, d'où viennent-ils, qu'est-ce qu'on me demande. Parce que moi, quand on m'a engagé, on m'a dit, va, tu fais du théâtre et de la musique, les jeunes veulent faire du théâtre et de la musique. C'est bon. Alors j'arrive là, avec ce couteau sur la table, je dis, tu viens d'où? Je suis en permission, je réponds, ah bon. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas ce que je croyais, effectivement. Et donc, quand il y avait, par exemple, des casques, la police débarquait, ils ouvraient la porte, ils avaient un nuage de fumée, d'herbe, là, de ça. La police me disait, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous devez leur dire d'arrêter de fumer. Je dis, mais c'est vous, la police. Excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je me suis retrouvé assez seul longtemps, avec beaucoup de jeunes, énormément. Et alors, il m'a fallu du temps pour imaginer créer des spectacles avec les jeunes. Et c'est là où j'en viens avec cette histoire d'interculturalisme, de multiculturalisme, la ville de Liège, comment connecter des choses qui n'existent pas. Je disais d'ailleurs en 2006, l'objectif d'une maison de jeunes pourrait se résumer à ceci, créer des liens sociaux entre des gens qui ne se connaissent pas, et plus dur encore, créer des liens sociaux entre des gens qui ne veulent pas se connaître. C'est beaucoup plus dur, évidemment. Et nous sommes de plus en plus en train d'essayer de travailler sur créer des liens sociaux entre deux, trois personnes, entre des gens qui ne veulent plus se connaître, ou qui ne veulent pas se connaître, qui se cantonnent, comme je disais, dans des stéréotypes négatifs de l'autre, et dans la peur de l'autre. D'ailleurs, vous remarquez que la peur est omniprésente. Maintenant, ça, Moi, je regardais un film en 2018, c'est de plus en plus compliqué. J'ouvre le film, vous avez le générique est terminé depuis 30 secondes, qu'on entend là, je dis, mais on est en moins 3000 avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe là? Ou bien on est en 3000 après Jésus-Christ, enfin, on est dans un film de science-fiction. Enfin, je veux dire, il y a une peur qui est distillée en permanence et je comprends. Moi-même, j'ai peur. Moi-même, au début, on me disait le quartier, tu vois là, ça fait peur. Hein. Moi, j'avais peur. On a tous peur, en fait. Mais le véritable courage, c'est de surmonter cette peur et de se dire, ne pas tomber dans ce piège. Le piège que représente la peur, le repli sur soi-même, l'inaction. La peur, c'est l'inaction. La peur, ça vous fiche. Ça veut dire, et puis la peur, ça voilà. Les Illuminati, Ben, on n'est pas encore. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'arrive dans le quartier? Je me dis, ce quartier, personne ne connaît. Alors, je fais un CD. La première chose que je fais, c'est comme je venais de la musique, ils avaient entendu parler de Palais Sculpture, et j'ai un groupe de rap du quartier qui vient me trouver et qui me disent, il paraît que tu as Palais Sculpture, tu ne veux pas faire un CD avec nous. Et j'introduis une demande au BIJ, le Bureau international jeunesse, et je fais un CD. Et quand je fais ce CD, il m'a fallu 2 ans pour le faire parce que la moitié du temps était en prison, l'autre moitié non, ou bien ils écrivaient les textes au studio, ou bien j'avais rendez-vous à 14h, ils arrivaient à 20h. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps. Je ne cherche pas à dénigrer les jeunes, je cherche juste à vous faire comprendre que la difficulté de travailler avec des jeunes qui sont hors connexion avec le reste de la société, c'est très complexe. Très complexe parce qu'il y a déjà une méfiance très forte. Ensuite, quand on fait le CD, il le passe en boucle pendant 2 ans à la maison des jeunes. Je n'en pouvais plus. 2 ans le même morceau, 2 ans le même morceau. Et c'était très énervant. Jusqu'à ce que je me dise que ceci est un symptôme. Et ils étaient 3 à avoir fait le CD, et c'était tout le quartier qui dit « Nous avons fait ce CD. » Nous. Il y avait un nous. Et je découvrais ce nous. Je dis, tiens, il y a un nous ici que je n'avais pas observé dans le quartier qui même si 2 jeunes du quartier ont fait quelque chose de bien, ont réussi, c'était la première fois qu'il y avait une réussite. Je veux dire, une réussite dans le sens d'un aboutissement. Et il y avait ce nous que j'observais, que je me disais, tiens, il est intéressant ce nous. C'est nous. Je dis, mais c'est pas toi qui l'as fait, c'est l'autre, c'est lui, c'est là. Non, c'est nous, c'est à nous, voilà ce qu'on a. Et donc, il revendiquait avec force ce CD. Ça, c'était intéressant. Je me suis dit, là, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire avec la rupture de l'échec. Et la rupture de l'échec dans le monde social, et surtout dans le monde communautaire, le communautarisme, c'est la question qu'il faut se poser, c'est combien d'échecs précèdent la réussite. Ça, c'est la question fondamentale. Combien d'échecs précèdent la réussite? Je vous dis ça parce que je refais des coups de fil, par exemple, de gens d'institutions,
ou des SBL qui évoluent dans le culturel, qui me disent bonjour, on était le 15 juillet, hein. Elle me dit bonjour, j'ai rentré à Philippi, je voulais avoir 15 jeunes pour faire des ateliers de théâtre et tout ça. J'ai dit attendez, je vais regarder dans mon sac à jeunes. 15, vous dites putain, oui. Ah, parce que je sais pas, j'en ai 12. Et donc c'est toute la complexité qu'il y a à construire un projet avec les jeunes, à dépasser les limites. Voyez-vous, si vous leur donnez rendez-vous pour faire un atelier structuré toutes les semaines à 14 heures, oubliez. Mais ça, c'est beaucoup de jeunes, tous les jeunes. J'avais tenté de faire des choses avec la Butte arc-en-ciel en bas, un atelier de théâtre et studio, en me disant, je vais fusionner les deux, on va faire un spectacle commun. Et donc, les uns venaient tous les dimanches à 14 heures, ils étaient tous là, prêts, tip-top à travailler, les autres ne venaient jamais. Et donc, ils n'avaient pas envie de faire du théâtre. C'est pas qu'ils n'avaient pas envie de faire du théâtre, c'est pas qu'ils n'avaient pas envie de faire les choses. C'est simplement qu'ils étaient déstructurés, qu'ils n'ont pas le même parcours culturel. Les autres venaient, enfin, les uns venaient de la classe moyenne, les autres venaient de la classe ouvrière et de la sous-classe ouvrière des immigrés. Et donc, toutes les limites que cela comporte. Le langage, le niveau de langage, la maîtrise du langage, la maîtrise du parler en public, etc., etc. Et donc, j'ai dû me rendre compte que ça va être beaucoup plus compliqué que ça, qu'il ne suffira pas de faire 2 pièces de théâtre et d'inviter les gens d'en bas avec les gens d'en haut, de mettre ensemble. Alors, j'aurais proposé de faire un court-métrage. On l'a fait, Braquage à la marocaine. Donc, c'est vrai que le titre fait peur. Déjà, à l'époque, il faisait peur, le titre. J'ai dit, mais quand vous entendez braquage à l'italienne, vous n'avez pas peur. Hein, braquage à la russe, personne n'a peur. Et braquage à la marocaine, si. Et donc, pourquoi j'ai organisé cette soirée braquage à la marocaine? Parce que le contrat de sécurité m'avait invité, il y avait à l'époque la Fondation Roi de Baudouin. La Fondation Roi de Baudouin avait lancé un projet sur le sentiment d'insécurité. Attention, pas l'insécurité, le sentiment d'insécurité. J'avais été invité par le contrat de sécurité de l'époque, qui avait écrit un pré-projet qui voulait nous lire, nous à la Maison de Jeunes, et alors Éclat de Rire, et les comités de quartier. Le projet a été résumé comme ceci. Le comité de quartier vont présenter des photos de l'histoire du quartier, et les jeunes seront invités, pour donner une image positive d'eux-mêmes, à servir le verre de l'amitié. C'est bien parce que ça rime, donc c'est pas mal. Et donc je dis effectivement, donc l'image positive des jeunes, c'est d'être serveur. Ah bah oui, pour développer l'image positive des jeunes, ils serviront le verre de l'amitié, c'est ce que ça dit. Et donc j'ai proposé qu'on fasse une pièce de théâtre et qu'on la montre, et j'ai dit aux jeunes, j'ai un objectif avec vous, vous serez payé, parce que j'avais demandé 1 000 €, je dis, vous serez payé 100 € par tête de pipe si on arrive à monter un spectacle l'année prochaine. Donc c'était un projet annuel. 100 €, c'est pas grand-chose, souvent, parce qu'ils ont dû travailler toute l'année. Hein. Donc c'était en réalité 1 € par heure. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même pas 20 cents de l'heure. Et donc, mon idée était de dire que s'il n'y a pas un but et un objectif précis, ils ne rentreront pas dans le... Eh bien, ils sont rentrés dedans. 100 € quoi? Allez, ouais, ils ont commencé à travailler. On a fait la pièce de théâtre, on a fait tout le bazar. Ils ont travaillé toute l'année. On a travaillé sur les textes, on a travaillé sur les personnages, on a fait des week-ends. On a travaillé comme des malades pour faire ce spectacle. Et on arrive au Moderne. Il y a 75 personnes dans la salle avec l'expo photo Moderne. Les jeunes, ils sont là, derrière les rideaux, tout tremblotant. Première théâtrale. Première fois il faut s'imaginer le truc, la première fois ils ont eu beaucoup de courage. Hein. Il faut du courage quand on a 15-16 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on n'a jamais pris la parole en public, puis arriver comme ça dans une salle. Non, c'est pas facile. Puis qu'on voit que c'est plaît. Oh, waouh! Malheureusement, dès que l'expo photo est terminée, la salle se vide, tout le monde s'est barré. On était 3 dans la salle. 1 an de travail. Là, j'ai dû penser les choses encore autrement. Je me suis dit, là, il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème alors, parce qu'en fait, pendant 1 an, le débat était le sentiment d'insécurité, rappelez-vous. Et donc, les comités de quartier disaient, ouais, mais les jeunes, ils nous insécurisent. La peur, ils avaient peur des jeunes, quoi. Et cette peur des jeunes, je dis, voilà, on va faire une pièce de théâtre. Vous allez pouvoir communiquer avec ces jeunes et sur votre sentiment d'insécurité. Eux vont pouvoir communiquer avec vous sur la réalité, en fait, parce qu'un sentiment, c'est un sentiment, la réalité, c'est tout autre chose. Un sentiment est une perception de la réalité, et la réalité, c'est la réalité. Vous êtes fait agresser réellement. Vous prenez un coup sur la tête, c'est une réalité. Vous imaginez que vous allez prendre un coup sur la tête, si vous lui dites bonjour, c'est un sentiment. Pareil. Et donc les jeunes ont été extrêmement déçus. Extrêmement déçus. Et alors c'est Claire Esquet, qui n'est plus là, qui m'a dit, écoute, on va refaire ça. On va refaire ça mieux, et j'ai réorganisé. Sans partenaire, juste Éclat de Rire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre qu'il fallait faire les choses soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein, et donc, et là, quand j'ai refait la soirée braquage à la marocaine, 180 personnes bondées,
Et donc il y avait toute une diversité, l'ensemble des gens du quartier, machin, il y avait eu le court-métrage aussi qui était sorti. Et là, ça a été une super soirée, une super rencontre, malgré le fait que, un peu, j'avais invité des jeunes. Et là, c'était intéressant en termes de communautarisme, parce que je disais toujours à mes jeunes, vous êtes liégeois. Ah non, non, nous, les Marocains, les Marocains, on est des rifains. Non, vous êtes des liégeois. Non, les Marocains, mais rifains. J'invite une troupe de Bruxelles, des Marocains de Bruxelles, de ANSM, qui s'appelle les Sensibles. Enfin, sensible avec, vous savez. Et donc, dès qu'ils arrivent, premier conflit entre les jeunes liégeois, nous on est des liégeois. Alors là, on est des Bruxellois, Bruxelles, Liège. Et sur quoi croyez-vous que le conflit portait sur Liège, qui était catégorisé 3e ville plus délinquante de Belgique. Donc ils étaient devant Bruxelles. On a gagné. Quelle victoire. Et donc, ils avaient vidé des extincteurs, et donc j'ai eu, certains jeunes avaient vidé des extincteurs. Donc c'est toujours compliqué, c'est une naissance qui naît dans la souffrance. C'est toujours compliqué les premières rencontres. Et ceux qui s'imaginent que réellement on va pouvoir organiser une rencontre intercommunautaire, et à travers des projets socioculturels comme ça, en plein corps des doigts, je veux dire, voilà, c'est la temporalité qui compte. Or, j'observe une chose, c'est que par exemple dans l'institutionnel, tout projet est de plus en plus temporisé sur une année. Enfin, temporel, c'est une année. Alors en septembre, vous dites en juin, faites-moi de ces jeunes des citoyens actifs, responsables et critiques. Vous avez 6 mois. Bon, d'accord. On commence comment? Vous avez 2000 €. Ah, attendez. C'est très compliqué de faire des citoyens responsables, actifs et critiques dans une société qui va à l'encontre de ces valeurs. Combien de temps me reste-t-il? Dépasser l'heure déjà. Moi, j'ai parlé depuis non, j'ai commencé il y a un quart d'heure. Dépasser l'heure. Hein? Oui, dépasser une demi-heure. J'ai dit ça dépasser une demi-heure. Ben, il reste encore 8 pages. Alors, ça va, ok, je vais aller à l'essentiel. J'avais une critique à faire sur l'historique du FIPI. Alors, le FIPI, c'est le Fonds d'impulsion à la politique d'intégration des étrangers, bien sûr. C'est eux qui doivent s'intégrer. Or, j'aimerais quand même dire que, comme un prof d'université disait, ce n'est jamais un individu ou une communauté qui intègre une société, c'est toujours la société qui intègre les individus. Il est impossible à un individu, et j'en sais quelque chose, d'intégrer une société si la société ne veut pas de vous. Alors j'avais dit, on ferait mieux de faire le FIPI-VDEAEC, c'est-à-dire le Fonds d'impulsion à la politique d'intégration des valeurs démocratiques à l'attention de l'ensemble des citoyens. Parce que du coup, quand on dit qu'on va, créer un fonds d'impulsion à la politique d'intégration des valeurs démocratiques à l'attention des étrangers, ça sous-entend automatiquement que les autres, ils l'ont par nature, ils sont nés avec. Ça veut dire que les valeurs démocratiques, de mon point de vue, sont des valeurs qu'il faut nourrir continuellement, tous les jours. Je veux dire, le politique, c'est son rôle. C'est son rôle de maintenir les citoyens dans un état alerte, ouvert, critique, parce que c'est le but de la démocratie. Ça s'appelle la démocratie participative. Donc, dans encore 3 minutes 3 minutes. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Alors, je vais encore dire quelque chose sur le penser global, agir local. Cette notion est fondamentale. Si, quand vous agissez sur le terrain, dans le local, vous n'êtes pas en connexion avec, comme un peu il expliquait, sur l'international, un peu j'ai fait la musique d'un documentaire qui s'appelle « Je n'aime plus la mer », où on a interrogé des enfants qui venaient d'Afghanistan, d'Iran et tout ça. Et donc, ces enfants sont merveilleux. Quand ils racontent leur histoire, ils racontent des histoires terribles, comme s'ils avaient fait un corps géré. C'est vrai, le bateau, le gars, vous voulez me jeter par-dessus bord. Ah ouais. Vous voyez, on a marché sur des câbles. Ah ouais, comment ça va? Et donc, ils ont vécu des choses extraordinaires, mais j'ai remarqué une chose, c'est comme on disait, on a coupé de l'histoire ces réfugiés dont on parle. Ils arrivent, les primo-arrivants arrivent, mais on ne dit pas pourquoi il y a des primo-arrivants qui arrivent. On oublie que c'est quand même, je veux dire, c'est pas comme si on avait installé la démocratie en Irak, excusez-moi, ou en Syrie, ou en Libye. Et donc, si on avait installé réellement la démocratie là-bas, je ne pense pas qu'il y aurait tous ces primo-arrivants. Alors, un petit dernier truc sur les retours, par exemple, le film L'Homme Fraîche avec Lino. Hein. Et alors, Lino, il arrive en avion, et il arrive le matin, je tournais la scène, j'ai dépêche-toi, je mets les 3 jeunes, puis alors je dis, bon, les jeunes, ils avancent vers toi tu joues la peur. Alors, il y a 7 toiles, c'est la peur. Et après, je le trouve, je lui dis, t'as vraiment bien joué la peur. Hein. Il me dit, j'avais peur pour du frère, avevo paura davvero. Parce que c'était sa première rencontre avec les jeunes, je dis, quoi?
Alors, je voulais dire plein de choses ici sur le concept pseudo-sociologique, lutter contre, machin. Alors, je voulais vous proposer qu'on lance la lutte contre l'hétérophobie, ce serait bien. Alors, lutter contre le radicalisme et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, toutes ces notions, mais je crois qu'on pourrait peut-être le nourrir dans le débat. Mais alors, je vais terminer par... parce que j'ai du culot, ça c'est vrai que j'ai beaucoup de culot, j'ai réécrit le préambule de la Déclaration des droits de l'homme. Ah oui, je l'avais écrit parce que je trouvais que dire que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et le demeurent, je veux dire, autant dire que tous les hommes qui naissent sur cette terre ont le droit de quitter le système solaire. Oui, ça bien sûr. Alors, je suis parti du principe que, comme il disait, nous sommes une espèce, l'être humain est une espèce sociale. Pourquoi? Parce que nous naissons tous empathiques et solidaires. Et si la nature, ou Dieu, nous a dotés de ces deux valeurs dès la naissance, ce n'est pas pour faire plus beau ou pour faire plus joli, il y a une raison à cela. C'est parce que nous sommes une espèce intrinsèquement sociale. Nous devons vivre socialement. Or, si nous n'étions ni empathiques ni solidaires, nous serions comme des ours. On serait des prédateurs solitaires. Voyez-vous? L'ours qui est prédateur solitaire, ou bien le requin, lui, ne naît pas empathique et solidaire. Ça, je peux vous le dire. Déjà, dans l'utérus, il se mange entre eux. Vous voyez, il n'y a aucune empathie dès la naissance. Or, nous, les êtres humains, nous sommes empathiques et solidaires dès la naissance. Et donc, c'est peut-être un peu orgueilleux de ma part, mais voilà. Du coup, je me suis dit, la science nous a démontré de manière irréfutable que nous naissons tous empathiques et solidaires. Donc, j'ai écrit, tous les hommes naissent empathiques et solidaires les uns des autres et le demeurent. Si les sociétés humaines, conscientes des bienfaits qu'elles peuvent tirer de cet héritage que la nature leur a légué, établissent des lois et les moyens de leur application pour favoriser le maintien et le développement de ces valeurs. Consciente également qu'il y aura toujours des riches et des pauvres, la société s'engage à adoucir les inégalités sociales, notamment en favorisant le développement de liens entre les peuples basés sur un commerce équitable, le développement de la diversité culturelle dans l'espace public, mais aussi l'accès aux pratiques culturelles et leur diffusion dans cet espace. Merci. Merci, M. Kamara, pour votre intervention. Merci. Je remercie les deux conférenciers pour leur prise de parole. C'était une prise de parole, je trouve, très intéressante parce que vous avez ici une personne qui est beaucoup plus dans l'analyse théorique et plus scientifique, et une autre ici à ma gauche, Mohamed Amra, qui est plutôt dans l'expérience pratique. Et c'est rare quand on a ces deux visions justement de la société. Il faut les deux pour pouvoir comprendre et donner des réponses.